Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup de votre présence à ce Power Earth Summit. Je suis Margot Coenon, je vais avoir le grand plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui sur un sujet ô combien passionnant, le développement des énergies renouvelables et la question de la souveraineté énergétique. Alors évidemment, nous sommes réunis aujourd'hui avec la certitude qu'il est urgent d'agir, qu'il est urgent de sortir des énergies fossiles et qu'il est urgent de développer les énergies renouvelables. Alors on a eu l'occasion, grâce à des tables rondes passionnantes organisées dans le cadre de cet événement, de parler des limites et des opportunités des différentes énergies qu'on peut déployer au sein de notre territoire. On a parlé de photovoltaïsme, agrivoltaïsme aussi, on a parlé d'hydraulique, d'hydrogène, d'éolien, et j'en passe. Et à côté de cet enjeu de transition écologique, se pose aussi la question de la souveraineté énergétique. C'était un sujet qui était assez peu abordé dans le débat public il y a quelques années, mais qui revient sur le devant de la scène dans ce contexte géopolitique actuel. Avec nos intervenants, merci beaucoup messieurs de votre présence, nous allons pouvoir mettre en dialogue ces deux enjeux et aussi mettre en dialogue les différentes parties prenantes et nous avons la chance d'avoir des intervenants qui représentent justement cette diversité des parties prenantes sur ce sujet. Merci beaucoup, je me joins à vous pour démarrer cette table ronde. Merci beaucoup Thomas Pellerin-Carlin, François de Rugy et Yves Ranout de votre présence. Je me tourne vers vous François de Rugy. Excusez-moi, vous êtes ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale aussi, et vous êtes également actuellement senior partner à Avolta. De par votre expérience, pouvez-vous nous dresser un tableau de la situation de la France actuelle dans le développement de ces énergies renouvelables et de la transition écologique et énergétique? Et quelles sont selon vous les actions à mettre en œuvre? Vaste question et d'ailleurs pour y répondre, je voudrais prendre un tout petit peu de recul sur le constat parce que quand on parle d'énergie, quand on parle d'énergie renouvelable, quand on parle de souveraineté énergétique, en France en tout cas, on pense en fait électricité. Et je pense que c'est une erreur parce que évidemment la consommation d'énergie dans un grand pays industriel comme la France n'est pas que électrique. Et si on veut parler de souveraineté énergétique, si on veut parler de décarbonation, si on veut parler d'énergie renouvelable, il faut bien avoir en tête l'ensemble du spectre des consommations d'énergie et parmi lesquelles aujourd'hui les énergies fossiles sont encore majoritaires. Très majoritaire. Souvent en France, on pense à juste titre d'ailleurs qu'on a un atout par rapport à d'autres pays voisins comparables européens en termes de décarbonation grâce au nucléaire. Ça, c'est la décarbonation de la production d'électricité. La consommation d'électricité elle-même va sans doute être le principal vecteur de décarbonation dans les années qui viennent. Néanmoins, il reste encore de nombreux usages très quotidiens pour les Français, partout, le chauffage, des millions de foyers chauffés au gaz en France, encore au moins 3 millions chauffés au fioul, un peu moins évidemment, mais il en reste quand même chauffés au charbon, et puis les déplacements, les transports, la voiture, encore très majoritairement voiture au carburant fossile, camion carburant fossile, bus également carburant fossile, et même une partie du train carburant fossile, avion bien sûr carburant fossile, bateau carburant fossile. Donc quand on sait qu'évidemment les deux principales sources d'émissions de gaz à effet de serre dans un pays comme la France, c'est le logement, en tout cas le bâtiment, logement tertiaire et les transports, on voit qu'on a encore énormément de chemin à faire. Est-ce que ça veut dire que pour autant on est condamné à être dépendant des importations ? Bon, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on a fait depuis des décennies sans que ça gêne grand monde et sans que ça d'ailleurs suscite beaucoup de débats. Moi, quand j'étais ministre, je disais toujours, mais n'oublions jamais qu'une grande partie du déséquilibre de la balance commerciale de la France, ce sont les importations, gaz et pétrole, importation d'énergie fossile, donc en plus par rapport au climat, c'est quelque chose dont on veut sortir et qui évidemment a un impact très négatif sur le réchauffement climatique, mais en plus de ça, d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui pèse lourd en défaveur de l'économie française. Alors, évidemment, l'électricité, la production d'électricité est très décarbonée grâce au nucléaire, au programme électronucléaire français des années 70, 80, et par ailleurs, on a
une production d'énergie renouvelable moins importante en pourcentage que chez certains de nos voisins, Allemagne, Espagne ou d'autres, mais néanmoins, le bilan global carbone est quand même bien meilleur en France que dans ces pays. Il y a, en fait, en Europe, il n'y a que la Suède et la Finlande, enfin, si on prend l'Union européenne, qui doivent avoir des bilans carbone aussi bons que la France en matière d'électricité, encore une fois, d'électricité, et c'est lié au nucléaire également, et à une part d'hydroélectricité bien plus importante qu'en France, même si en France, bon an, mal an, on doit être à 10-12% de la production électrique qui est d'origine hydroélectrique. On l'oublie d'ailleurs, à tort, parce que c'est utile. C'est vrai que ce n'est pas facile de développer des nouvelles capacités. Il y a un projet, il n'est pas très connu d'ailleurs en France, sur la vallée du Rhône pour un barrage hydroélectrique. J'espère qu'il aboutira, mais il y a déjà beaucoup d'opposants qui se mettent en mouvement pour l'empêcher. On a le développement de l'éolien qui a été moins fort en France, il faut le dire, que dans d'autres pays, l'éolien terrestre, mais qui s'est fait, là aussi, il rencontre, comme chez nos voisins d'ailleurs, hein, ne l'oublions pas, beaucoup d'opposition, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile d'en faire. L'éolien marin, on a ouvert le premier parc en septembre 2022 et ça y est, on commence à produire de l'électricité grâce à cela. Il y a beaucoup de projets en cours et des futurs projets qui sont actuellement délimités par le gouvernement. C'est une bonne chose. Ça rencontre également des oppositions. Le solaire photovoltaïque, moi, quand j'étais ministre, on me disait « Vous n'êtes pas assez ambitieux en matière de solaire photovoltaïque, il faut arrêter avec l'éolien, parce que l'éolien, plus personne n'en veut, ça crée trop d'opposition, etc. » Allons sur le solaire photovoltaïque, allons sur le gaz renouvelable. 5 ans après, qu'est-ce que je constate? Moi, j'étais évidemment totalement favorable à ce qu'on développe aussi fortement le solaire photovoltaïque et le gaz renouvelable, par exemple. Eh bien, les oppositions sont également de plus en plus vives, de plus en plus fortes sur les grandes surfaces solaires photovoltaïques. Or, bon, moi je veux bien qu'on fasse croire aux Français ou à d'autres peuples d'Europe et du monde qu'on va faire que de l'électricité photovoltaïque en autoconsommation sur les toitures des maisons, ou sur les toitures des hangars, ou sur les toitures, les ombrières de parking des supermarchés. Enfin, si on veut produire de l'électricité d'origine solaire photovoltaïque à grande échelle, et par ailleurs à un coût qui soit raisonnable, il faut quand même faire des grandes surfaces. Et ça, malheureusement, la loi dite d'accélération, qui a été votée l'année dernière à l'Assemblée nationale, elle freine plutôt sur le solaire photovoltaïque de grande surface. Vous avez mentionné l'agrivoltaïsme dans votre introduction. Pour moi, c'est un superbe sujet à venir. Coproduction pour les agriculteurs de production agricole et d'énergie, en l'occurrence d'électricité. Grosse réticence pour l'instant. Donc il va falloir lever beaucoup d'obstacles. Le gaz renouvelable, qui, soyons honnêtes, ne remplacera jamais totalement. Alors s'il y avait quelqu'un d'Engie autour de la table, il me contesterait peut-être, mais il faut être sérieux, on n'aura pas 100% du gaz consommé en France qui sera d'origine renouvelable, en tout cas pas dans les 10 ans qui viennent, sauf à baisser en fait massivement la consommation de gaz. Mais aujourd'hui on est à moins de 5% je crois, sur la consommation finale de gaz en France qui est d'origine renouvelable. Moi je pense que c'est quelque chose à développer. C'est néanmoins aujourd'hui de plus en plus difficile sur les territoires, surtout lorsque c'est des grands projets. Or c'est toujours pareil, si on veut produire pour subvenir aux besoins, c'est-à-dire à la fois développer les renouvelables et développer la souveraineté énergétique, il faut qu'on aille plus loin. Moi je crois que les renouvelables, si je devais faire passer un message simple sur cette thématique, sont un élément de souveraineté énergétique. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale l'année dernière qui parlait de la souveraineté énergétique, mais en fait, il ne parlait que de la souveraineté énergétique en matière de production électrique et il ne parlait en fait que du nucléaire dans le sujet de la souveraineté énergétique. J'ai demandé d'ailleurs à être auditionné parce que je voyais que les auditions partaient toutes dans un sens. J'ai dit, rappelez-vous que la souveraineté énergétique, ce n'est pas que l'électricité, et deuxièmement, les renouvelables y contribuent massivement, puisque on a nos ressources en France, mais c'est pareil dans le reste de l'Europe, avec le solaire, l'éolien terrestre, l'éolien en mer. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, il ne faut pas dire on sacrifie l'un au bénéfice de l'autre. L'éolien flottant, bien sûr, qui viendra compléter l'éolien en mer, les productions de gaz renouvelables chaque fois que c'est possible, la biomasse d'une manière plus générale. Il y a d'autres process aujourd'hui qui sortent pour produire de l'énergie à partir de la biomasse, sans que ce soit une biomasse dédiée, mais que ce soit des déchets. On a la filière bois et forêt.
insuffisamment, à mon sens, ressources insuffisamment exploitées, mais là aussi on se heurte maintenant des oppositions sur le thème, il ne faut pas couper les arbres. L'énergie osmotique, on en parlait juste avant de monter sur scène, qui est une nouvelle forme d'énergie renouvelable qui va être testée dans le delta du Rhône, c'est très intéressant. Voilà, il y a toutes ces sources potentielles. L'hydroélectricité, ne l'oublions pas. Alors, je pense qu'il faut être honnête, on ne va pas construire des méga barrages dans les vallées des Alpes ou des Pyrénées au XXIe siècle. Hein. Heureusement que certains l'ont fait au XIXe ou au XXe siècle d'ailleurs, parce que sinon on n'aurait pas cette ressource-là. Mais on peut quand même faire quelques réalisations, comme celle qui est envisagée sur le Rhône. On peut améliorer les barrages existants pour qu'ils produisent plus en réinvestissant dessus. Il faut sortir de la situation de blocage dans laquelle on est en France malheureusement. Par ailleurs, il faut aussi renouveler le parc nucléaire pour continuer à avoir aussi une énergie décarbonée en production de masse en France. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez abordé beaucoup d'enjeux. J'en reviendrai sur l'un d'entre eux qui a été l'acceptation sociale. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure. Mais vous, Thomas Pellerin-Carlin, vous êtes chercheur, directeur de programme à l'I4CE et vous avez évoqué l'existence d'un grand paradoxe dans le système énergétique européen. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce paradoxe et ce qu'il implique ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, étant l'universitaire et le chercheur de service, je vais nous inviter tous à dézoomer et à essayer, un peu dans la logique des lettres persanes, de regarder ce monde qui nous semble absolument normal avec des yeux d'extraterrestres. Et un des éléments qui est implicite dans le débat français, dans le débat européen, ça postule en fait que le seul problème avec les énergies fossiles, c'est-à-dire le système actuel, c'est le changement climatique. Alors évidemment, en tant que chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat, le changement climatique, c'est quasiment 100% de mon travail, mais mettons-le de côté, juste le temps de quelques minutes. Un des grands paradoxes européens, c'est que notre continent est le seul continent au monde qui a fondé un système énergétique sur des énergies qu'il ne produit pas lui-même, ou en tout cas en quantité complètement insignifiante. Ce n'est pas le cas des États-Unis, qui sont des grands producteurs de pétrole et de gaz. Ils sont quasiment à équilibre production-consommation sur le pétrole et même en excédent maintenant sur le gaz. Ce n'est pas le cas de la Chine, où plus de la moitié du système énergétique est fondé sur le charbon. Ce n'est pas le cas non plus du continent africain, ce n'est pas le cas non plus des pays moyen-orientaux qui sont des grands producteurs de pétrole et de gaz qu'on connaît. Et ça, c'est déjà le premier paradoxe. Ce paradoxe-là, il est facile à comprendre quand on se rappelle un peu l'histoire. Le moment où ce système fondé sur le pétrole et le gaz a commencé à être choisi, puisque c'était bien un choix politique et sociétal qui a été fait, ça s'est vraiment structuré au début et au milieu du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas, la Belgique, ce n'étaient pas des petits États-nations européens, c'était des métropoles d'empires coloniaux. Et donc du coup, le système que nous avons aujourd'hui, il a été conçu pendant l'époque coloniale, où les puissances européennes pouvaient manu militari s'approprier les ressources de pays étrangers. Ces peuples-là, ces nations-là, se sont révoltés contre la domination coloniale, ils ont gagné des guerres et obtenu leur indépendance. Et c'est à partir de ce moment-là, années 70, où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas ajusté notre système énergétique à cette nouvelle réalité géopolitique. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on a eu les premiers chocs, d'abord choc pétrolier. On en a eu déjà 3, 73, 79, 2008. Puis ensuite les chocs gaziers. On en a eu 3 petits, 2006, 2009, 2014, et un gros en 2021, dans lequel on vit toujours, en tout cas, la queue de comète de ça. Donc nos systèmes aujourd'hui, en France, comme en Europe, les 2/3 de l'énergie qu'on consomme, l'énergie finale consommée, c'est du pétrole et du gaz. Il n'y a pas de différence fondamentale de ce point de vue-là entre la France, l'Allemagne et les autres pays européens. En France, on consomme un peu plus de pétrole et un peu moins de gaz que la moyenne, mais dans tous les cas, les 2/3 de l'énergie finale consommée en France comme en Europe, c'est du pétrole et du gaz. Après, il y a évidemment des différences dans le mix électrique et notamment dans un choix plus pro-nucléaire comme en Suède, en France, en Bulgarie, et plus pro-charbon comme en Allemagne ou en Pologne, mais sur les 2/3, on est vraiment dans une situation extrêmement similaire. Et donc du coup, cette addiction au pétrole et au gaz de nos économies et de nos sociétés, ça a plusieurs effets. D'une part, et ça a été rappelé, ça grève notre balance commerciale. Ça fait que chaque année, on a des centaines de milliards d'euros d'argent européen
qui, au lieu d'être investi dans les économies locales européennes, va dans les poches qui de Vladimir Poutine, qui du régime islamique iranien, qui de la pétromonarchie, enfin des différentes pétromonarchies du Golfe. Et cet argent-là, il sert à quoi? Alors il sert à faire beaucoup de choses qui font et qui nous concernent de manière indirecte, mais il sert aussi à financer des guerres. Et notamment dans le cas de Vladimir Poutine, je vous invite à regarder les recettes issues des exportations pétrogazières de la Fédération de Russie. C'est, là encore ça varie selon les années, mais c'est entre 200 et 300 milliards d'euros. Et le budget militaire de l'armée russe avant la guerre totale en Ukraine en 2022, c'était 60 milliards. Donc un stratège pourrait dire que le centre de gravité du système poutinien, c'est ces exportations de pétrole et de gaz. Et donc du coup, vu que la guerre est désormais sur notre continent, on peut regarder les alternatives au pétrole et au gaz, la sobriété, l'efficacité, mais pour aujourd'hui les énergies renouvelables, aussi sous cet angle-là. Cette dépendance au pétrole et au gaz, elle nous rend du coup dépendantes des turpitudes d'un monde de brut. On ne vit pas à la fin de l'histoire, maintenant c'est clair. Ça fait très longtemps que les Européens du centre de l'Europe et de l'Est de l'Europe nous alertaient, mais maintenant même nous on a compris. Et tout pendant qu'on dépend du pétrole et du gaz, on dépend des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre la Russie et ses voisins, et je vous laisse choisir les différents conflits géopolitiques qui nous animent en ce moment. L'autre élément, notamment qu'on parle de justice sociale dans la transition écologique, qui est un enjeu fondamental, implicitement, on fait comme si le système des énergies fossiles était juste socialement. C'est un non-dit de ce débat-là. Or, le système fondé sur les énergies fossiles, il crée de la précarité énergétique. On a en France des millions de personnes, dans l'Union européenne des dizaines de millions de personnes qui, de manière continue, n'arrivent pas à se chauffer en hiver, qui connaissent le froid, qui connaissent l'humidité, qui connaissent chez elles, et ce qui provoque, entre autres, des maladies respiratoires, etc. Le dernier point, c'est qu'en plus, notre dépendance à ce système-là, il crée régulièrement des chocs inflationnistes qui bouleversent nos économies. On dit souvent que la fin des 30 Glorieuses, c'est le choc pétrolier de 1973. Imaginons quand même, c'est-à-dire que la fin de 3 décennies de prospérité économique est directement liée à notre dépendance aux importations de pétrole. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'avenir ce que l'avenir a prévu pour nous d'un point de vue économique en Europe, mais il est clair que la situation économique très compliquée dans laquelle nous sommes depuis l'été 2021 est directement liée à notre dépendance, pas trop au pétrole cette fois-ci, mais beaucoup au gaz, puisque Gazprom a commencé à baisser ses exportations de gaz à destination de l'Union européenne dès l'été 2021, donc 9 mois avant que la guerre en Ukraine passe d'une guerre limitée au Donbass à une guerre totale qu'on connaît aujourd'hui. Et donc du coup, ce qui est en fait, pour moi, la question fondamentale, c'est pourquoi en fait ? Pourquoi on continue à vivre dans ce système-là ? Alors, il y a évidemment différentes raisons. Il y a l'héritage de passé, ce que les politistes appellent la dépendance au sentier, qui fait que, par exemple, on a des politiques de logement et d'aménagement du territoire qui continuent à être fondées sur l'idée de l'étalement urbain. Et même si ce n'est pas quelque chose qui est forcément voulu par les politiques publiques, c'est en tout cas leur conséquence. Et du coup, plus vous avez de la distance, plus vous mettez des kilomètres entre le lieu d'habitation, les services publics, l'école, le palais de justice, etc., et les lieux de travail, plus vous avez une demande de transport qui augmente, et tout chose égale par ailleurs, une demande de pétrole qui augmente. Il y a aussi un enjeu économique. Le grand défi économique du passage d'un monde des énergies fossiles à un monde fondé sur les énergies renouvelables, et pour les pays qui souhaitent le nucléaire, c'est le même défi. C'est comment est-ce qu'on passe d'un monde qui est fort en OPEX à un monde qui est fort en CAPEX, pour le dire comme ça. Donc autrement dit, comment on passe d'un monde où on dépense 100, 200 euros par mois au niveau d'un ménage dans une facture de gaz ou d'essence, etc., à un monde où on dépense peut-être que 10 ou 20 ou 30 euros par mois de facture énergétique, mais on a fait un investissement important, 20 000 euros, 30 000 euros, là encore une fois pour un ménage. Une chose que je vous encourage à faire, notamment pour celles d'entre vous qui sont directement en contact avec les consommateurs, c'est pendant un moment d'essayer d'arrêter de raisonner en euros, mais de raisonner en mois de revenus des gens à qui vous essayez de vendre quelque chose. Donc ça peut être en mois de recettes d'une collectivité locale ou en mois de revenus d'un ménage. Et vous allez voir tout de suite que 20 000 euros, pour certains ménages en France, c'est 6 mois de salaire. Et donc évidemment, pour investir 6 mois de salaire qu'on n'a pas d'épargne, ça ne va pas se faire tout seul, il faut des choix politiques. Et le dernier élément qui explique, au moins en partie, pourquoi est-ce qu'on en est là, c'est un enjeu que les philosophes appellent soit l'éthique, soit la morale en politique, puisqu'on a des acteurs politiques qui ont fait des choix, et sur les questions énergétiques, on a eu des acteurs politiques dont, disons, la morale n'était pas le critère central.
Les deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, les deux exemples les plus importants en Europe, c'est deux chefs de gouvernement, François Fillon en France et Gerhard Schröder en Allemagne, qui, peu après avoir quitté leurs fonctions, ont rejoint des groupes pétrogaziers russes, ce qui évidemment interroge sur la situation. Donc que faire face à ça? 3 points, un récit, des objectifs et des investissements. Sur le récit, il y a un nouveau récit qui a émergé depuis 2022 et qui a été incarné brièvement par le ministre des Finances allemand, Christian Lindner. Et Christian Lindner, ce n'est pas un grand amoureux des énergies renouvelables historiquement. Hein. Pour ceux qui, voilà, dans le personnage politique français qui s'en rapprocherait le plus, ce serait Alain Madelin, quoi, pour vous situer un peu le personnage. Et Lindner, en 2022, dit « Les énergies renouvelables sont une priorité stratégique pour l'Allemagne, ce sont, je cite, les énergies de la liberté ». Et ça, c'est un récit qui peut être extrêmement puissant, qui est un récit qui peut tout à fait s'articuler à la question climatique, bien évidemment, mais qui peut aussi toucher d'autres parties des populations européennes. Ce récit-là, il est présent en Allemagne, il est présent en Europe centrale, en Europe orientale, il est, il faut bien le dire, assez peu présent en France. C'est vrai que j'ai entendu peu de personnalités politiques, mais même de commentateurs sur les plateaux télé, parler des énergies renouvelables comme étant un enjeu de liberté pour la République française et pour le continent européen. Après, les récits, c'est bien, ça met les gens en mouvement, vous le savez tout aussi bien que moi, mais il faut avoir des objectifs qui soient clairs. On les a désormais au niveau européen. L'Union européenne a inscrit dans la loi qu'il faut avoir 42,5% de notre mix énergétique qui soit fondé sur les énergies renouvelables en 2030. C'est évidemment les énergies renouvelables électriques qui ont déjà été citées. C'est aussi d'autres énergies renouvelables, notamment le solaire thermique, qui est une énergie qui reste très sous-développée en Europe et en France. En France, disons, pour rester diplomatique, les objectifs à horizon 2030 restent en discussion. Et le dernier point, on n'installe pas des parcs éoliennes ou du solaire thermique avec uniquement des beaux discours et avec des objectifs clairs. Il faut penser à la question des investissements. La question des investissements sur le déploiement. Comment est-ce qu'on permet, par exemple, à l'échelle d'un ménage, à faire en sorte qu'un ménage puisse investir 6 mois, 8 mois de son revenu dans l'installation d'une pompe à chaleur, dans l'installation d'un chauffe-eau solaire, etc. Quelle est la part d'investissement public qui est nécessaire pour ça? Qu'est-ce que ça doit prendre comme forme? Est-ce que ça doit être des subventions? Est-ce que ça doit être des prêts? Est-ce que ça doit être des garanties? Comment est-ce qu'aussi on peut, par un nouvel outil qui s'appelle les plans de transition bancaire, pousser les banques privées à être peut-être plus proactives dans l'offre de financement pour des projets pour les ménages, mais aussi évidemment pour les petites et moyennes entreprises? Et enfin, et ce sera mon dernier point, penser à la question des investissements aussi dans la fabrication de ces équipements-là, de manière à tirer les leçons des erreurs du système des énergies fossiles, d'éviter de devenir trop dépendant de certains équipements, notamment dans les clean tech, et d'être capable de produire en Europe des éoliennes, on le fait déjà, des batteries, on commence à le faire, des panneaux solaires, malheureusement, on est plutôt sur la mauvaise direction. Une date qui sera clé pour notre avenir, c'est le 9 juin 2024, au moment des élections européennes, parce qu'après ces élections-là, et en fonction de ces résultats, s'ouvrira un nouveau chapitre de la politique climatique et de la politique européenne sur les énergies renouvelables. Merci beaucoup Thomas. Vous avez évoqué là, juste en toute fin de votre intervention sur la question de fin de vie des infrastructures. C'est un sujet également, il me semble, Yves Rano, que vous connaissez aussi bien. Alors vous êtes vice-président exécutif de l'entreprise Suez et vous allez aborder le sujet d'une solution que l'on n'a pas abordée aujourd'hui, je ne me trompe, de cet événement. C'est la question des déchets comme source d'énergie qui pourrait potentiellement être une solution à cette souveraineté énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis venu raconter, partager une petite histoire. Une petite histoire où finalement on est tous acteurs. Et la souveraineté énergétique n'est pas si loin de nous. On peut être acteur de cette souveraineté énergétique en étant les chiffonniers modernes. Les chiffonniers modernes, à savoir les déchets. Déjà, un point, le déchet a une vie. Il a une vie avant, il a une vie après. Et on parle très peu de sa vie après. Suez alimente près de 2 millions de personnes en électricité durable. Comme vous le disiez, ce n'est pas que l'électricité. On produit du biométhane. On alimente, bien évidemment, également le chauffage de ville avec de la vapeur, avec nos déchets. Donc si déjà on peut réaliser qu'on a tous un rôle à jouer et que deuxièmement, le déchet est une
matière noble qui peut permettre à un pays comme la France d'atteindre une souveraineté énergétique, ce serait déjà une belle réussite. Comment Suez remplit son rôle de chiffonnier? On produit à partir de sites d'enfouissement, donc de décharge, du biométhane. On produit à partir de l'incinération d'un maximum de déchets non fossiles, de la vapeur et de l'électricité sur le territoire français. Cette vapeur, cette électricité sont livrées aux collectivités, aux municipalités, mais également aux industriels. Et comme vous le disiez très justement, des industriels qui avaient par exemple des chaudières tournant au charbon ou au gaz. Maintenant, ces chaudières tournent au bois, des déchets de bois. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette souveraineté énergétique implique également une révolution digitale. Il y a de très belles réalisations grâce au digital. Comment améliorer notre capacité à trier les déchets et à s'assurer qu'un déchet sera valorisé pour sa véritable valeur, au mieux, au plus vite et au plus proche des terrains. Deuxièmement, le digital pour améliorer encore plus la performance de ces incinérateurs et de ces objets de création d'électricité ou d'électrons ou de molécules. Ensuite, il reste quand même un point assez essentiel, et peut-être qu'on en parlera, c'est cette souveraineté énergétique, finalement, il faut s'assurer qu'elle ne crée pas un nouveau problème. Et l'un de ces potentiels nouveaux problèmes, c'est la souveraineté en matière. Donc on parle de panneaux photovoltaïques, on parle d'éoliennes, donc on parle d'énormément de nouvelles technologies dans lesquelles de nombreuses matières sont mélangées. Comment une société comme Suez va réussir à permettre à la société française d'atteindre une souveraineté énergétique tout en se mettant au minimum dans une souveraineté des matières. Un exemple. La tendance est à l'électrification de tout. On veut tout électrifier. Pour électrifier, il faut du cuivre. Comment une tonne de cuivre qui rentre sur le territoire français n'en sort plus? Sans faire de la promotion, mais juste des faits, Suez crée des boucles courtes pour permettre à la France d'avoir des mines urbaines. Une mine urbaine est finalement, par exemple sur le câble, une capacité à recycler des câbles pour en sortir une matière première secondaire comme le cuivre. Suez produit 70 000 tonnes de cuivre, matière première secondaire, par an. Deuxième exemple, la mobilité vertueuse, véhicules électriques, batteries. Comment la France diminue petit à petit sa dépendance en importation de lithium, cobalt, manganèse. On voit d'ailleurs un sujet en ce moment sur l'ouverture potentielle d'une mine de lithium en France et ce que ça crée comme difficulté. Mais comment, avec notre envie de décarboner notre mobilité, finalement, on ne se met pas sous la dépendance d'autres États pour fournir ces matières. Suez lance un projet industriel avec un autre partenaire, avec Eramet, pour permettre le recyclage des batteries. De votre véhicule, on récupère la batterie, par un processus mécanique, on le transforme, on le démantèle, on l'écrase, on le fait venir à une matière qui s'appelle la black mass. Cette black mass, c'est un mélange de métaux. Et par de l'hydrométallurgie, par de la techno française, avec Eramet, on en ressort les éléments primaires, lithium, cobalt, manganèse, qui ensuite retournent dans la chaîne de fabrication. Donc derrière toute cette souveraineté énergétique, au-delà de l'éolienne, du panneau solaire, de la turbine hydroélectrique et des autres technologies, il y a également énormément d'enjeux industriels, technologiques, humains, qui sont des opportunités pour la France. Pour terminer, le chiffonnier moderne doit réaliser que le déchet qu'il jette dans une poubelle doit être fait scrupuleusement pour que nous, industriels, et la France, puissions intelligemment valoriser chacun de ces déchets. Merci.
Merci beaucoup. Alors, vous avez abordé tous les trois beaucoup d'enjeux. On va avoir une petite trentaine de minutes après pour échanger avec vous, vous le public, pour vos questions. Alors, je voulais quand même revenir avant ça sur un sujet que vous avez abordé à peu près tous les trois et qui me semble quand même important. Vous avez commencé par parler de ça, François de Rugy, sur la question de l'acceptation sociale des énergies. Et Thomas, vous avez parlé notamment de la question des récits. Hier, lors d'une table ronde sur le photovoltaïque, on a eu un intervenant, c'était une table ronde passionnante, un intervenant, Marc Jelitska, qui disait le phétovoltaïque, c'est une technologie par essence démocratique. Et vous, François de Rugy, vous parliez justement de l'éolien en mer, et notamment d'un projet qui avait été retardé à la raison d'une association de riverains qui s'est opposée au projet. Donc finalement, comment est-ce qu'on arrive à concilier des politiques énergétiques, des objectifs de transition avec la société civile et l'opinion publique? Alors déjà, je pense que c'est bien de toujours se rappeler qu'il y a, en fait, chaque fois qu'on parle d'énergie ou de climat, et les deux sont quand même très liés, on parle de plusieurs niveaux. Quand on parle de l'enjeu planétaire, il y a aujourd'hui plutôt un consensus, non pas planétaire et non pas dans chaque pays, mais enfin on va dire il y a une large majorité de citoyens qui sont favorables à une action de décarbonation pour essayer de freiner le réchauffement climatique. Je dis une large partie, mais négligeons pas quand même la montée, ou la remontée, faudrait-il dire, des oppositions et qui s'expriment et qui vont s'exprimer dans les urnes, peut-être aux États-Unis dans quelques mois, peut-être en France et en Europe dans quelques semaines au moment des élections européennes. Mais partons du principe qu'il y a plutôt une majorité assez nette. Quand on est au niveau européen, il y a aussi une majorité. C'est déjà un peu plus compliqué. Il faut négocier entre pays, entre représentants, entre courants politiques. Mais c'est comme ça que l'Union européenne avance, mais qu'elle avance avec des grands objectifs. Mais ensuite, chaque pays, donc là au niveau de l'État, est assez jaloux en Europe, je l'ai constaté quand j'étais ministre, on peut le voir encore aujourd'hui, de mettre en œuvre ses propres moyens de production énergétique et de décider au niveau national de comment on va faire des centrales nucléaires, faire des éoliennes, etc., etc. Et puis ensuite, il y a le niveau encore plus local qui lui est le niveau de la démocratie, c'est-à-dire la commune, l'intercommunalité, le pays, on va dire, la région, le département, la circonscription d'élection pour les députés qui font la loi, les sénateurs qui sont élus par les élus locaux. Ça, c'est le local. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que plus on va vers le niveau local, plus le niveau d'opposition au projet énergétique en général. Je n'en connais pas qui fasse exception. Je connais bien Marc Jedliska, j'aurais été heureux d'entendre sa démonstration parce que je ne connais pas aujourd'hui de mode de production d'énergie, hein, je dis bien, pas que d'électricité, qui ne suscite pas une opposition au niveau local. Alors bien sûr, on me dira non, mais à tel endroit, il y a eu un parc éolien et un côté participatif, un investissement participatif, ça s'est bien passé. Ça, oui, ça arrive aussi, bien sûr, heureusement. Mais quand même, c'est quelque chose qui est toujours très sensible. Et contrairement à ce qu'on pensait il y a 20 ou 30 ans, moi qui m'intéresse à l'écologie depuis plus de 30 ans, on a pensé à une période que plus on développerait les éoliennes, plus on développerait les panneaux solaires, plus on développerait la méthanisation, plus on développerait les chaufferies bois, plus on développerait ça, plus ce serait accepté. Et c'est l'inverse. Et pas qu'en France, hein, parce qu'on pourrait dire, ah oui, ça c'est bien notre esprit français, toujours râleur, etc. Non, non, non. En Allemagne, l'opposition aux éoliennes est très forte. Le gouvernement allemand actuel, qui est une coalition un peu hétéroclite entre les sociodémocrates, les Verts et les libéraux, donc, dont on évoquait le président tout à l'heure, M. Lindner, ils ont décidé de faire une législation qui fasse en sorte que ce soit encore plus difficile de faire des recours contre les projets d'éoliennes parce que le niveau d'opposition est très fort. Et en France, c'est pareil. Moi-même, hein, j'ai fait, quand j'étais ministre, je continue à être poursuivi d'une vindicte par les anti-éoliennes parce qu'on a supprimé 1 degré de recours. Parce que sinon on retardait toujours les projets. Vous disiez il y a tel projet qui a fait l'objet d'une opposition sur l'éolien en mer. Non, tous les projets, tous.
Et là où c'est plus grave, on pourrait dire, bon, bah, c'est les citoyens, c'est l'intérêt particulier, je veux pas une éolienne dans mon champ de vision, après tout, ça se comprend. Mais en politique, on est là pour essayer de faire la part des choses entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. Le récit dont vous parliez, c'est l'intérêt général. Mais bon, ils se heurtent quand même, ou ils croisent, hein, souvent, à un moment donné. Et le croisement ne se fait pas toujours sans heurts et sans frottement entre l'intérêt général et le récit et les intérêts particuliers. Et sur les éoliennes en mer, par exemple, c'est un bon exemple. Parce que là aussi, j'ai vu l'évolution. En 2009-2010, c'est Nicolas Sarkozy qui était président de la République, qui dit on va développer les éoliennes en mer, parce que bon, les éoliennes à terre, il y en a ras-le-bol, les gens n'aiment pas ça, etc. Donc on va le faire en mer, parce que là, il n'y a pas de riverains. 12 km. On fait un choix, plus en France, de les mettre plus loin que dans d'autres pays. Eh bien, le Conseil d'État, donc ça c'est une institution, ça fait partie de l'état de droit, hein, ça fait partie de notre arsenal juridico-démocratique, dit à une association de riverains qui avait fait un recours, alors de riverains du littoral, pas des éoliennes qui sont à 12 km. Je ne connais pas de gens qui habitent à côté d'une éolienne en mer, quand même. Bon, il n'y a pas des gens qui vivent sur une île flottante. Pas, si à terre, on vous disait, il y a une éolienne à 12 km de chez vous, vous êtes riverain. Bah non. Il y a un immeuble qui se construit à 12 km de chez vous, vous êtes riverain. Non. Ah, bah en mer, le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, a reconnu l'intérêt d'un riverain à contester un projet d'éolienne en mer parce qu'il l'a dans son champ de vision. Bon. Et je pourrais vous donner plein d'autres décisions de justice qui vont d'ailleurs contre l'intention du législateur. C'est encore un autre problème, mais ça pose quand même un vrai problème démocratique. Donc pourquoi je dis ça? Parce que moi je pense qu'on peut faire des tas de colloques sur l'acceptabilité, des tas de colloques sur les récits, sur ceci, sur cela. Il faut rendre désirable. Oui, alors bon, je ne sais pas comment vous allez faire pour rendre désirable une éolienne, mais bon, vous pourrez essayer. Un méthaniseur, vous allez le rendre désirable, vous allez quand même mettre du temps. Hein. Vous aurez, tous les psychosociologues de la Terre auront quand même du mal. Pour celui qui sera juste riverain. Celui qui est loin, il aime bien, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pour ça que les gens, d'ailleurs, dans les grandes villes, ils soutiennent en général ça, puis ceux qui sont dans les campagnes riverains, ils sont déjà beaucoup moins d'accord. Eh bien, il faut, en fait, que l'intérêt général, porté au niveau européen par les États et éventuellement par l'Union européenne, à un moment donné, fasse fi, faut l'assumer, hein, fasse fi des intérêts particuliers locaux. Et donc surtout, ne jamais céder sur le fait que c'est une prérogative au moins nationale. Ne jamais rentrer dans l'idée que la politique énergétique devrait être décentralisée. Si jamais, dans un pays comme la France, on rentre là-dedans, c'en est fini de l'intérêt général. Et c'en est fini de la décarbonation. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on fera? Si on ne veut pas avoir des nouveaux moyens de production énergétique qui soient renouvelables, qui soient décarbonés, eh bien, on aura les bonnes vieilles centrales à charbon, au gaz et au pétrole. On continuera avec ça. Moi, je peux vous en parler, je suis élu d'une région, la région des Pays de la Loire-Atlantique. Il y a une centrale à charbon, entre Nantes et Saint-Nazaire. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on parle de sa fermeture, mais ce n'est pas pour demain, parce qu'on n'a pas encore assez de moyens de production autres. Et parce que c'est si lent de développer les autres moyens de production d'électricité décarbonée. Mais c'est pareil, hein, sur d'autres modes, les incinérateurs, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement populaire. Bon, pourtant, c'est complètement absurde. Juste une dernière chose pour rebondir sur ce qu'a dit mon voisin. Est-ce que vous savez que l'aluminium des canettes, donc objets de consommation courante, que nous avons chacun entre nos mains, c'est entre nos mains que ça se tient, canettes d'aluminium pour les boissons, 50% en France, au moins 50%, ces évaluations ne sont pas recyclées et vont en enfouissement. Merci. Il n'y a rien de plus bête et rien de plus irrationnel économiquement et écologiquement. C'est un geste qui tient en chacun d'entre nous. Et bien voilà, le genre de défis qui sont une forme de démocratie, puisque c'est l'action de chaque citoyen qui est également en jeu. Merci beaucoup François. Est-ce que Thomas ou Yves, vous souhaitez réagir à ce propos? Oui, et puis aussi à une phrase que vous avez citée, du coup, je n'ai pas le contexte, hein, donc je ne vais pas commenter la phrase, mais c'était le photovoltaïque est par essence, et c'est ce mot-là qui me pose problème, démocratique. Je connais très peu de technologies qui, par essence, sont quelque chose. Une technologie, c'est un outil, hein, vous pouvez penser à un marteau, il y a plein de manières d'utiliser un marteau, des manières extrêmement dangereuses pour la vie humaine et des manières extrêmement utiles au niveau individuel comme collectif. Pour moi, l'enjeu fondamental, et j'ai passé quelques années avec des collègues au niveau européen à étudier cet enjeu de... même l'enjeu, même le mot d'acceptabilité, en fait, il me dérange. Pour moi, quand on parle d'acceptabilité, j'ai tout de suite une image, vous savez, c'est ces lois qui acceptent
d'être gavé et qu'on en fasse du foie gras, quoi. Une autre manière de penser les choses, quand vous êtes sur la logique d'acceptabilité, on le voit très bien, hein, dans la manière dont les projets de recherche sont structurés. Moi, je le vois en étant issu des sciences sociales, la manière dont les projets de recherche au niveau français comme européen sont structurés, par exemple sur certaines technologies d'énergie renouvelable, c'est on demande aux ingénieurs de développer la techno, et une fois que la techno est développée, on demande aux gens des sciences sociales, débrouillez-vous pour la faire accepter. Il y a d'autres manières de faire, en fait. Et les manières les plus innovantes, et les plus rentables aussi d'un point de vue économique, c'est des manières qui partent de l'humain, qui partent des usagers, qui partent des perceptions, quitte ensuite à les transformer au fur et à mesure, et qui du coup pensent la technologie non pas comme un truc qui descend du ciel et que les ingénieurs nous donnent et qui s'impose comme des lois divines, mais comme une technologie qui est conçue par des humains, pour des humains, et qui doit intégrer ces enjeux-là. Ce qu'on appelle dans le milieu académique en tout cas, des éléments sociotechniques, où la dimension sociale et la dimension technique sont imbriquées au plus profond. Donc du coup, c'est vraiment avant tout un enjeu de méthode. Il y a une méthode verticale, du bas vers le haut, qui a été bien décrite pour faire fi, je cite, des intérêts locaux. Il y a d'autres méthodes qui peuvent être pensées et qui existent et qui sont viables, et je vais donner des exemples tant nationaux que locaux, qui elles sont fondées sur une approche de terrain, fondée sur une approche où des développeurs de projets, des ingénieurs, des marketeurs ne vont pas venir d'abord pour parler, mais d'abord pour écouter et pour prendre au sérieux les craintes, les espoirs, les désirs des personnes au niveau local, idéalement avec des systèmes qui permettent que tout le monde s'exprime et pas simplement que les gens qui aient le temps s'expriment, puisque parfois c'est un risque aussi dans certains processus au niveau local, ce qu'une amie catalane appelle la chronocratie, c'est-à-dire le pouvoir aux gens qui ont le temps. Évidemment, c'est pas ça la démocratie, c'est aussi d'écouter par exemple des jeunes parents qui n'ont pas forcément beaucoup de temps mais qui devraient aussi avoir leur mot à dire. Donc cette co-construction-là, ça amène aussi des entreprises à se poser des questions différemment. Peut-être c'est pas une entreprise qui toute seule va développer le projet. Peut-être c'est une entreprise qui est à l'échelle nationale, voire à l'échelle européenne, mais va développer ce projet-là en coopération avec une coopérative énergétique locale, avec aussi une répartition de l'actionnariat. Juste pour donner un exemple comme ça, 50% pour le développeur de projet qui est la grande entreprise qui connaît la maîtrise technique, etc. 30% pour une coopérative énergétique locale qui regroupe une ou plusieurs autorités locales qui vont du coup bénéficier des bénéfices économiques de ce projet, y compris par tout simplement des dividendes. Et pourquoi pas 20% du projet pour réserver à des habitants qui vivent, par exemple, dans un rayon de 5 km de l'installation. Ce que je vous décris là, c'est une pratique qui est plutôt rare en France. Il y a quelques cas qui existent. Je pense par exemple à un petit parc éolien en Charente-Maritime, à Andilly-les-Marais. Il y a un article du Monde très bien fait qui raconte cet élément-là. Mais c'est aussi plutôt la norme au Danemark. Et le Danemark, parce que c'est une société extrêmement démocratique, qui a une approche très horizontale du pouvoir, a développé cette manière-là de développer l'éolien. Et il suffit de regarder le nombre d'éoliennes qu'il y a par habitant au Danemark et en France pour se rendre compte que peut-être cette approche-là, en tout cas pour le Danemark ça a marché, ça c'est sûr, peut-être qu'on peut s'en inspirer ou en tout cas en débattre. En tout cas se dire voilà, il y a des alternatives possibles, il y a différentes branches de l'alternative. On peut tout à fait choisir de développer des énergies renouvelables comme on a choisi de développer l'hydroélectricité au XXe siècle ou au XIXe siècle. C'est une manière de faire, c'est une option qui est possible. Il y a aussi d'autres manières de faire et après, là, mon rôle de chercheur s'arrête et on se pose ensuite des questions à vous aussi en tant que citoyennes et citoyens. Quel type de France et d'Europe vous voulez ? Et donc du coup, quel type d'approche de la politique énergétique vous semble le mieux résonner avec votre vision de la démocratie, du rapport du pouvoir entre disons, des élites nationales, des élites locales et des populations au niveau local. Merci. Avant que nous passions aux questions, est-ce que Yves, vous souhaitez réagir à ce qui a été dit ? Peut-être deux, trois points. Un premier, j'étais responsable avec EDF du développement de la ferme offshore de Saint-Nazaire. Et je peux confirmer que ça a été un très long processus. Ça a pris une dizaine d'années. À mon avis, en tant que citoyen, il faut tout de même être à la hauteur de l'enjeu. Comme tu me disais, quelle est la politique énergétique qu'on souhaite, quelle Europe on souhaite, quelle France on souhaite. Donc en tant que citoyen, il faut juste qu'on réalise que de toutes les façons, quelle que soit la production d'électricité ou d'énergie, ça aura un impact sur le quotidien de certaines municipalités ou de certaines collectivités. Mais finalement, ce sacrifice local pour un bien national. Et j'ai l'impression que souvent, les débats
ne sont pas toujours au niveau de l'enjeu global pour le pays. Ça, c'est ma remarque en tant que citoyen. Sinon, je pense qu'il faut revenir au bon sens. Et l'exemple des canettes est parlant. Et encore une fois, réaliser que individuellement, on a un énorme rôle à jouer. Individuellement. Suez va, dans les écoles, dans les collectivités, on fait par exemple la gestion des déchets du marché de Rungis. Et on est sur le terrain pour avoir ce travail pédagogique, pour expliquer aux artisans, aux employés, comment ils peuvent contribuer in fine à cette souveraineté énergétique, avec le bon tri à la source, et in fine à cette souveraineté en matière. Donc oui, c'est réglementaire, oui, c'est technologique, mais il ne faut pas oublier qu'on a tous individuellement un énorme rôle à jouer. Merci beaucoup. Alors, on doit avoir des micros qui vont pouvoir passer. Alors, nous avons une question dans le public. Monsieur, si vous voulez bien prendre la parole. 1, 2, 3, ça y est. Oui, bonjour messieurs, merci pour vos interventions très pertinentes. Donc j'ai plusieurs casquettes, mais je vais en prendre 2 vite fait. La première casquette, c'est en tant que président d'associations qui sensibilisent les jeunes ou les moins jeunes à ce que c'est que l'énergie, déjà. L'énergie, à quoi sert l'énergie, comment on la fabrique, qu'est-ce qu'elle a comme impact environnemental, rien que ça à la base, déjà, ce serait énorme. Donc voilà un petit point par rapport à ce que vous disiez, monsieur Ranou. Et deuxième chose, donc casquette en tant que concepteur de l'écologène. C'est une solution alternative au groupe électrogène, donc qui fonctionne au pétrole. Et en fait, donc cette solution permet d'économiser jusqu'à 90%, voire 100%, dans certains cas, le carburant, l'économie de carburant, donc l'énergie fossile qu'on ne produit pas en France, ou très peu, et notamment après aussi en Europe. Donc très bonne remarque aussi. Tout ça pour dire quoi? Que oui, donc sur l'étape des batteries aux voitures électriques, plutôt que de les détruire directement, on récupère nous ces batteries-là qui ont encore une capacité très importante pour pouvoir faire des applications comme là nous on fait avec Écologène. Et c'est très bien les recyclages, mais voilà, on est capable de récupérer ces batteries pour donner 10 à 15 ans de vie supplémentaire. Donc c'est une étape que je voulais rajouter aussi par rapport à ce cercle vertueux de recyclage. C'est un très bon point. Et pour en revenir aux batteries, sur le recyclage, il y a tout d'abord le recyclage des chutes de fabrication. Ensuite, et vous l'observez énormément en Asie, vous avez un marché, effectivement, un second marché et un troisième marché pour les batteries de véhicules. Lorsque ces batteries n'ont plus la capacité de charge, la capacité de réaction pour un véhicule, elles peuvent être bien évidemment réutilisées pour d'autres applications, pour du stationnaire à la maison ou comme vous le disiez, pour ce style de moteur. Suez regarde l'ensemble, bien évidemment. J'ai l'impression, et vous pourrez peut-être nous le dire dans votre capacité à lever des fonds et d'avoir des investisseurs qui vous suivent, en Europe, cette notion du marché secondaire et tertiaire de la batterie de véhicules n'est pas encore mature, n'est pas encore très connue. Donc merci d'avoir soulevé ce point. Oui, bonjour. monsieur. Bonjour, je suis monsieur Cavallo. On va dire que je représente la société civile. Voilà, j'ai une question à monsieur Ranou concernant les déchets. Donc les déchets, c'est une ressource, comme vous l'avez dit, qui est gratuite, on va dire, puisque nous, en tant que consommateurs, on met nos produits à la poubelle. Alors on nous demande de trier, donc on essaie de trier au maximum. Est-ce que vous pouvez me confirmer que 100% de nos déchets triés sont triés et revalorisés? Est-ce que c'est 100% des déchets français qui sont revalorisés ou un très faible pourcentage? Par exemple, on nous dit que quand on jette une bouteille d'eau, une bouteille en plastique, il y a finalement un très très faible pourcentage de ce plastique qui est recyclé. Et deuxième question, est-ce que justement il n'y a pas une recherche particulière qui est faite sur les déchets produits par justement l'énergie renouvelable, à savoir les panneaux photovoltaïques? Est-ce que vous allez pouvoir les recycler à 100% pour les réutiliser, pour qu'ils vivent plus longtemps? Et les batteries, ça nous inquiète aussi, la société civile, on se dit, est-ce que les batteries sont recyclables ou pas du tout? Voilà. Et les éoliennes, pareil. On nous dit, les éoliennes, on va les enfouir parce que quand elles seront en fin de vie, parce qu'on ne sait pas traiter ces produits. Alors,
Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors déjà, je vais faire un premier point, c'est ne jetez pas, quel que soit le type de batterie, ne la jetez pas dans votre poubelle à votre domicile, s'il vous plaît. Ça prend feu, ça explose, ça a des conséquences sur nos employés, sur nos équipes, sur nos actifs, ça met en danger. Donc quand on voit ces publicités disant « Ah, ne jetez pas vos piles », sachez que ça a des conséquences dramatiques. La pile, la batterie sont des objets qui sont énormément vulgarisés, mais qui derrière peuvent avoir un impact sur l'environnement significatif, si mal réutilisés, recyclés et revalorisés. Et deuxièmement, un niveau de dangerosité pour ceux qui les manipulent non négligeable. Donc ça, c'est mon premier point. Ne jetez pas vos batteries dans une poubelle. Deuxième point, je vais remonter vos questions. Le recyclage de la décarbonation et principalement des énergies renouvelables et le solaire et l'éolien. D'ici une dizaine d'années, il faudra recycler 800 éoliennes par an. Qui dit éolienne dit une tour, métal, ça on sait faire. Des équipements électriques, démantèlement des équipements électriques, valorisation et ainsi de suite, on sait faire. Moteur électrique, on sait faire. Le dernier sujet sont les pales. Par la nature d'une pale et de son utilisation, c'est un équipement quasiment indestructible. Mélange de résine, de carbone, de balsa. Donc, premièrement, comment vous réussissez à séparer ces matières et comment ensuite vous réussissez à les processer. Comme vous le disiez très justement, aujourd'hui, vous le voyez sur Google, aux États-Unis, et ce n'est pas pour les pointer du doigt, c'est juste un exemple, les pales sont enterrées dans le désert du Nevada, comme les avions en fin de vie stockés dans le désert du Nevada. Est-ce que c'est la souveraineté énergétique qu'on souhaite? Non. Donc oui, le recyclage et la valorisation des technologies, des énergies renouvelables sont à l'étude dans nos laboratoires. Oui, on recycle déjà certaines éoliennes, pas beaucoup parce que le parc éolien français n'est pas arrivé en fin de vie. D'ailleurs, on recycle principalement en Allemagne, qui avait un parc éolien plus ancien que le nôtre. Est-ce qu'on regarde les panneaux photovoltaïques? Oui, en France, mais également en Chine, puisque vous avez énormément de fabricants de panneaux photovoltaïques qui sont en Chine. Donc pour bien comprendre la technologie et aussi pouvoir influencer en amont dans l'ingénierie du produit pour améliorer sa recyclabilité, et ainsi de suite. Dernier point que vous avez soulevé, c'est ok, mon gobelet, je le mets dans la poubelle, qu'est-ce qui me garantit que... Bon, déjà, il faut le mettre dans la bonne poubelle, la bonne couleur. Ensuite, dans nos ordures ménagères, il y a effectivement différents types de déchets. C'est notre métier d'améliorer au mieux, de faire au mieux pour réussir effectivement à séparer les différents flux pour les valoriser. Est-ce qu'on valorise 100%? 100% est, par un moyen ou un autre, est valorisé. À partir du moment où c'est dans une poubelle, bien évidemment. Est-ce qu'on le valorise au mieux pour la technologie qu'on a aujourd'hui? Oui. Vous allez me dire, oui, mais vous brûlez encore certains plastiques. Oui, on brûle encore certains plastiques, parce qu'un pot de yaourt, on n'a pas encore la technologie pour réussir à séparer correctement les différentes fibres, les différentes membranes et le valoriser différemment selon les flux. Donc certains produits, qui sont quand même assez simples, hein, n'ont pas encore été vraiment designés pour être recyclables comme on l'entend. Je vais prendre par exemple le marché de Rungis. On gère les déchets de Rungis. On en gère des déchets organiques et autres. Le taux de recyclabilité est bien au-dessus de 50%, mais il n'est pas à 100%.
Et pour clôturer, il y a la technologie, bien évidemment, mais il y a aussi l'éducation et la pédagogie sur le terrain. Merci. Il nous reste 5 petites minutes. On va prendre une dernière question. Monsieur là-bas, oui. Oui. Oui, bonjour, j'ai une remarque et une question. D'abord, ce qui a été dit sur les batteries, il y a un élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le prix des batteries diminue énormément, notamment du fait de la diminution du prix du lithium. Donc aujourd'hui, et je sais parce que c'est ce qu'on fait, la réutilisation des batteries, en fait, elle n'est pas du tout rentable. Ça coûte moins cher d'avoir une nouvelle batterie que de prendre une batterie usagée et de l'utiliser autrement. Donc ça, c'était juste une petite remarque. La deuxième chose, c'était une question que j'avais par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'acceptabilité au niveau local. Est-ce que, en fait, d'une certaine manière, on n'est pas dans une logique où les gens veulent de l'écologie, mais en fait, quand ça arrive concrètement à leur niveau, donc au niveau local, en fait, c'est des contraintes et ils n'en veulent pas. Et est-ce qu'on n'est pas en fait un peu dans la même logique que ce qu'on a avec la réduction du déficit? Si vous demandez aux gens, est-ce qu'il faut réduire les déficits? Tout le monde va vous dire oui. Mais après, quand on dit aux gens, est-ce que vous voulez moins de services publics? Est-ce que vous voulez moins de dépenses de transfert? Et forcément, les gens ils disent non, parce que ça les impacte. Et donc, en fait, quand vous parlez du niveau local, ce que j'entends tout à fait, est-ce qu'au fond, la question, en fait, c'est pas juste que quand ça les concerne, les gens, ils veulent pas d'écologie, en fait, concrètement. Parce qu'il y a une contrainte qui est trop forte et que si jamais c'est payer 5 ou 10 ou 15% plus cher son alimentation, c'est possible, mais il y a des choses qu'on n'est pas prêt à faire. Pour certains, ça va être de prendre l'avion, pour d'autres, ça va être, pour les agriculteurs par exemple, ça va être toute la crise qu'on a avec l'agriculture. Donc ma question, voilà, c'est ça. Est-ce qu'en fait, au fond, la question, c'est pas juste de l'acceptation concrète dans notre vie au quotidien de ces mesures? Voilà, merci beaucoup. Et par ailleurs, merci pour la qualité de vos débats. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole sur ce sujet? Peut-être juste un petit mot, parce que par rapport à ce que disait monsieur, alors déjà pour répondre, moi je pense que si, c'est tout à fait possible, et je ne crois pas qu'il y ait de fatalité à ce que la rencontre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers conduise à ne rien faire. Et je pense que ceux qui tireraient cette conclusion au niveau politique sont ceux qui en fait ne veulent rien faire. Et en effet, en politique, ça je vous confirme, c'est plus simple de ne rien faire que de vouloir changer les choses. Parce que d'ailleurs, on est élu en général sur les programmes de changement, puis dès qu'on commence à vouloir les mettre en œuvre, il y a des oppositions, donc on peut dire, allez, si on veut être tranquille, on fait rien. Mais on sait bien que c'est pas responsable, et heureusement, que ce soit au niveau national, local, européen, etc., il y a quand même une volonté de changer les choses. Et ça m'amène aussi à une réponse un peu plus générale avec ce qu'a dit monsieur sur les déchets, ou sur ce qui a été dit sur économie. Moi, en plus, aujourd'hui, je suis plus dans l'économie et dans l'investissement privé pour l'innovation technologique au service de l'écologie que dans la politique. Mais bon, voilà, je connais bien les deux univers. Je pense que c'est toujours une question, tout changement, dans une démocratie, je ne parle pas des régimes autoritaires, c'est toujours une question de dosage entre l'obligation et l'incitation. Et il ne faut pas se mentir, s'il n'y a pas d'obligation, ça ne se fera pas, ou ça se fera qu'avec des gens convaincus, des gens technophiles, ou des gens qui aiment bien être des pionniers, ou qui aiment bien être des expérimentateurs. Et ça restera quand même à petite échelle. Et s'il n'y a que de l'obligation, ça ne passera pas. Parce que là, en effet, on est en démocratie, donc ça créera une crise. Et à ce moment-là, des risques de recul. Exemple, taxe carbone. J'ai vécu ça en 2018, les gilets jaunes, et plein d'autres raisons, un niveau d'impôt trop élevé en général, etc. Mais à un moment donné, c'est là-dessus que ça se focalise, et on avait prévu une courbe d'augmentation de la taxe carbone. C'est pas la taxe carbone d'ailleurs qui est mise en cause, mais c'est cette augmentation, et on est obligé de stopper. Heureusement, on n'a pas supprimé la taxe carbone, d'ailleurs on a juste stoppé la courbe, qu'à mon sens, il faudra bien reprendre un jour d'ailleurs. Parce que là, ensuite, quand on a ce couple obligation-incitation, derrière ça, il y a à la fois chaque citoyen, le cas des déchets, alors là c'est un exemple mais parfait. S'il n'y a que de l'incitation, moi je vis en immeuble, je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, j'ouvre les poubelles quand je vais mettre ma poubelle, et bon, le mauvais tri c'est quand même quelque chose, c'est un phénomène de masse, hein, c'est pas juste quelques personnes. Bon. Donc il y a bien un moment, il faudra progresser dans une forme d'obligation. Et puis il y a l'incitation, et derrière ça il y a des entreprises qui mettent en place des process, qui innovent. Mais ces entreprises, je rencontre tous les jours aujourd'hui dans mes activités, encore plus qu'hier, elles ne peuvent vraiment le faire que s'il y a un marché, que s'il y a une rentabilité. Vous avez donné un exemple. Et donc là, c'est là que le politique doit... C'est pas facile, hein, trouver le bon curseur, le bon rythme, le bon cadre. Mais en tout cas, il faut toujours essayer de créer un cadre qui permette
à ces nouvelles technologies, à ces innovations pour le recyclage, pour la réutilisation des matières, etc., d'avoir un débouché économique rentable. Et il faut assumer, il faut aussi l'assumer, parce que sinon on ment aux gens, qu'il y aura forcément, sur un certain nombre de choses, un peu de hausse de prix, mais qui peut se compenser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'on va consommer moins, ou parce que voilà, donc on peut avoir des moments où il va falloir investir plus, ou alors, par exemple, les déchets en France, les gens ne le savent pas, parce qu'on est toujours à penser qu'on est les moins bons, mais en fait, c'est en France qu'elle a une des législations les plus strictes qui conduit à avoir le coût de traitement le plus élevé. Du coup, ça permet à des entreprises de développer des choses. Mais il faut qu'il y ait un cadre qui aille dans ce sens-là, et on pourrait multiplier les exemples, mais je vois que le compteur est devenu rouge, donc je m'arrête là. Mais je veux vraiment finir sur cette note positive. Il y a un chemin qui est plein de, vraiment pour moi, de belles réalisations demain. Il y en a déjà énormément aujourd'hui, si on sait bien manier cette incitation et cette contrainte. Merci beaucoup. Alors effectivement, on arrive à échéance. Je vais juste laisser la parole pour un dernier mot à Thomas. Ouais, en 30 secondes, je vous implore de sortir de la vision dichotomique de on fait ou on fait pas. Il n'y a pas un chemin, il y a plusieurs chemins, il y en a une multitude, il y en a des dizaines, voire des centaines. Si on prend l'exemple de la taxe carbone qui a été citée, oui, en France, il y a eu une mobilisation qui a été, qui vont dire, c'est l'étincelle, c'est pas le baril de poudre. Le baril de poudre, il est sur plein d'autres sujets que vous connaissez tout aussi bien que moi. La taxe carbone, elle a été mise en place bien avant en Suède, en 1992 de mémoire. Il y a eu aussi des oppositions. De toute façon, en démocratie, il y a forcément des oppositions. Hein. Sinon, on n'est plus vraiment en démocratie s'il n'y a plus aucune opposition. Mais ça a été fait. Et ça a été tout à fait accepté. Elle a un niveau qui est 3 fois supérieur au niveau actuel en France. En Allemagne, ils ont mis en place une forme de prix carbone. Ils l'ont mis en place après même la crise sur les gilets jaunes. Voilà. Donc ça montre qu'il y a une pluralité de chemins qui peuvent être faits. Moi, je vous incite véritablement à mettre l'humain au centre de toutes nos réflexions, y compris au niveau du projet comme au niveau politique, de prendre au sérieux les peurs et les espoirs de chacune et chacun, et de rentrer dans une logique d'écoute et de co-construction pour ensuite amener à voir quels sont les bons projets. Si vous me permettez de terminer avec une métaphore, si jamais un jour mon médecin me dit Thomas Pellerin-Carlin, vous devez faire du sport, vous devez faire 2 heures de water polo chaque semaine, moi ça m'emmerde, j'aime pas ça. Voilà. Si jamais par contre il me dit vous devez faire du sport et voyons ensemble qu'est-ce qui vous plaît, est-ce que vous avez besoin d'être coaché ou pas, quelles sont les options, quel type de sport vous pouvez faire, et bien là tout de suite ça enclenche quelque chose qui est une logique de co-construction. À la fin mon médecin il sera content parce que je ferai du sport et moi aussi. Donc c'est cette logique-là de penser une pluralité des chemins et de trouver territoire par territoire, acteur par acteur, les solutions qui conviennent bien à chacune et chacun, à chaque ménage, chaque entreprise, à chaque territoire. C'est comme ça qu'on réussira à faire une transition énergétique qui sera faite de pluralité de solutions, de plein de petits ruisseaux qui, à la fin, évidemment, aboutissent ensemble dans un grand fleuve qui nous permet d'aller vers l'avant. Et mettre le tout en synergie. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à tous.